Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous, journal du dimanche soir. Rendez-vous donc traditionnel de fin de semaine pour ce qui est de révisiter l'actualité. Un journal XXL qui cette fois-ci sera marqué par le MODEM, le mouvement démocrate qui a tenu son tout premier congrès extraordinaire le 22 et 23 janvier dernier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Il était question de jeter les bases politiques et trouver les stratégies nécessaires pour la conquête des municipalités à venir. Nous recevons justement dans ce JDS le président du MODEM, Nathanaël Ouedraogo, pour revenir sur les ambitions de ce nouveau parti. Et puis économie, à la suite de l'obtention de son agrément en février 2020, c'est ce jeudi 28 janvier que la banque IB Bank, International Business Bank, a lancé ses activités dans la capitale djiboutienne, dont le siège se trouve au complexe d'Amal. Quelles sont les ambitions de cette banque burkinabé? Nous échangerons avec le directeur général de IB Bank Djibouti, Urbain Bako. Et puis diplomatie, quel rapport entre les États-Unis et le continent avec l'arrivée de Joe Biden? Le multilatéralisme semble le choix affiché du nouveau venu. Quel impact sur la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel? Oumarou Paul Koualaga, expert en relations internationales, sera avec nous pour éclairer notre lanterne. C'est en gros le déroulé de ce journal du dimanche au soir. Et nous l'annoncions avant donc échange, revenir sur ce MODEM, mouvement démocratique, et pour son baptême, les 22 et 23, il a été organisé un congrès extraordinaire et le thème, lui, révèle toutes les ambitions de ce parti politique, ensemencement d'une véritable démocratie et stratégie endogène pour la conquête des municipalités. Retour justement sur ce congrès du MODEM avant de recevoir son président. On y va donc avec le reportage. Mouvement démocrate, applaudissez pour vous-même. Ce premier congrès extraordinaire du MODEM est essentiellement consacré à la recherche de stratégies pour un succès aux élections municipales à venir. Pour parvenir à ce résultat, ce congrès a permis de mieux organiser le parti. Il s'agit de la mise en place des organes du parti et l'adoption des textes statutaires. Mais vous savez qu'à chaque congrès, donc, qui est prévu dans nos statuts, il est renouvelé le bureau ou reconduit en tout cas le bureau, ainsi que le toilettage et les amendements et l'adoption des statuts du règlement intérieur et du manifeste. Et c'est cela que nous allons faire tout de suite. Nous avons dit que donc des stratégies endogènes pour la conquête donc, des municipalités. Ça veut dire que durant ces travaux, nous allons voir les stratégies pour que nous puissions avoir des conseillers et des mairies dans le Burkina Faso, parce que j'ai dit qu'un homme politique sans mandat du peuple, c'est un arbre sans fruits. Pour le président du parti, malgré la présence de centaines de partis sur la scène politique, les préoccupations majeures des populations restent sans réponse. Et le MODEM se positionne comme un instrument de renforcement de la démocratie et de la résolution des problèmes auxquels le peuple est confronté, comme l'insécurité et la pauvreté. C'est donc un effectif pléthorique dans le paysage politique. À quoi bon créer un nouveau parti, se diront d'autres. Notre analyse est que malgré cette offre, le pays peine à améliorer ses indices de développement et tout reste prioritaire. Cet état de fait, malgré la multitude des partis politiques, fait qu'aujourd'hui, il est bon que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de notre nation. Créé le 21 octobre 2020 par des démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC, le mouvement MODEM devient un parti politique le 12 janvier dernier. Le parti est présent dans 27 provinces du pays et l'un des défis des membres est de l'étendre sur tous les territoires dans les prochains mois. Retour donc sur ce plateau pour le premier entretien et nous l'annoncions déjà en début d'émission, le président du MODEM qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, M. Nathanaël. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de Tri TV. D'accord. On regardait déjà ensemble ce premier congrès extraordinaire qui était le vôtre. Et puis, il y a cette question qui est forcément revenue. On connaît la pléthore de partis politiques qu'il y a au Burkina. Pourquoi encore en créer?
Oui, vous savez qu'au Burkina, lors des dernières élections, c'est pas moins de 130 partis qui ont été autorisés à compétir, ce qui veut dire qu'il y a pléthore. Mais nous pensons que trop de viande ne gâte pas la sauce, comme on dit. Et dans ce sens-là, si chacun peut apporter ses idées, sa pierre à la construction et à l'édification du Burkina Faso, je pense que ce serait la bienvenue, cette pierre-là. Ce qui caractérise les partis, c'est bien leur idéologie derrière. Et puis, ce qui fait leur âme et leur spécificité, le MODEM, c'est quoi? Le MODEM, c'est avant tout des citoyens engagés qui ont politiquement comme vision le social-démocrate. Donc, nous sommes des social-démocrates. Et cela nous permet, en fait, de dire que la démocratie doit être le pilier. Mais aussi, nous devons faire en sorte qu'il y ait un État qui soit sécuritaire, un État qui soit donc le cadre où nous pouvons évoluer en prenant en compte l'aspect social. Parce que sinon, notre pays, notre société, il y aura des gens qui seront laissés en marge si on fait du libéralisme sauvage. Tout à l'heure, je parlais de vos ambitions. Le thème que vous avez choisi pour le congrès extraordinaire, il est assez pour moi éloquent. C'est les municipales à venir. Vous venez d'exister il n'y a pas si longtemps, mais vous dites que vous êtes prêts. Comment ? Non, nous ne disons pas que nous sommes prêts. Nous avons dit que pendant les travaux, nous allons donc débattre, et c'est le thème d'ailleurs de ce premier congrès extraordinaire, c'est ensemencement d'une véritable démocratie et donc des stratégies endogènes pour la conquête des municipalités. Nous continuons à croire que beaucoup de gens parlent au nom du peuple, mais si vous n'avez pas un mandat du peuple, vous êtes comme un arbre qui n'a pas de fruits. C'est ce que j'ai répété. Et nous voulons montrer au travers de ces municipalités que nous pouvons porter des fleurs et peut-être des fruits. Parce que nous sommes en fait riches d'hommes. On est riches que d'hommes. D'ailleurs, la plupart de nos membres aujourd'hui sont des anciens, par exemple, conseillers ou des anciens maires. Moi-même, j'étais adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, élu conseiller de l'arrondissement 6. Donc, c'est normal que si nous avons déjà des personnes et des personnalités qui donc ambitionnent de devenir des conseillers ou des maires, que nous nous projetons et cherchons les stratégies pour que cela soit une réalité sur le terrain. Mais je disais, c'est le MODEM, il n'y a pas vraiment si longtemps. Si vous allez à ces municipales, c'est avec vraiment quoi comme homme? Ou bien le départ de l'UPC s'était préparé depuis longtemps? Bon, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de dire, mais je continue à affirmer devant vous et sur ce plateau qu'il n'y a absolument rien de planifié. Je vous dis que le 1er octobre de 2020, si on me disait que je quittais l'UPC, je n'allais pas le croire. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui a été planifié. Et on aime dire que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et le terrain nous a amenés petit à petit. Et j'aime raconter ça parce que c'est tout un processus qui nous a conduits. Premièrement, un processus qui fait que des camarades, à l'issue des sélections des hommes qui doivent conduire les listes des législatives de l'UPC, décident de quitter. Et beaucoup même quittent parce que au niveau du Kadiougo où je devais conduire la liste, où je voulais conduire la liste, cela n'a pas été fait de manière démocratique. Du coup, c'est comme si on me forçait la main. Déjà démissionne parce que vous êtes injustement mis de côté et vous laissez. Et il y a eu donc, après ce processus-là, un autre processus qui consistait à mettre en place la liste nationale. Je vais répéter encore une fois que cette liste nationale n'a pas fait l'objet d'élections comme ailleurs pour sélectionner les candidats. Mais est-ce que le problème de Nathalie Ouedraogo, c'est plus la procédure? Est-ce que ce n'est pas vraiment le fait que vous n'ayez pas été mis là où vous vouliez être positionné? Je vous ai dit qu'un divorce, c'est toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le vase était déjà trop plein. Sinon, Wali Arma n'allait pas quitter depuis 2016. Sinon, Élysée n'allait pas quitter. Sinon, Bruno Tambi n'allait pas. Sinon, les 13 députés de l'UPC n'allaient pas quitter. C'est qu'il y a un fonds qui est là, qui est permanent, que nous avons essayé de gérer ensemble, de trouver des solutions, parce que nous espérions que de manière démocratique, cela pourrait se faire. Et effectivement, la liste... Les listes, en fait, il y a plusieurs listes. Je peux vous parler ce soir du vice-président de l'Assemblée, Kassoum Traoré, des Balais.
qui est quitté aussi. On n'en parle pas. Donc, ce n'est pas de Nathanaël seul. C'est tout ce processus-là qui fait qu'il y a un déni de démocratie. Et à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités. Une fois que nous avons pris nos responsabilités, nous avons vu qu'on nous a vilipendés dans la presse, on nous a insultés encore, comme d'habitude, de traîtres, de gens qui ne comptent pas, qui ne pèsent pas. Moi, on m'a traité de cola dans la sauce. Et donc, du coup, les camarades ont dit, bon, créons un mouvement, même si c'est associatif, pour permettre de donner notre vision et notre compréhension de la démocratie. C'est comme ça qu'à Jean-Pierre Guingané, le 29, nous avons voulu simplement créer un mouvement associatif. À notre grande surprise, Jean-Pierre Guingané était plein, ça débordait, il y avait plus de gens dehors que dedans. Et puis justement... Et immédiatement après, vous comprenez que nous avons été contactés par des candidats, nous avons dû choisir de soutenir un candidat. Là, on n'était plus associatif, on commençait à rentrer dans la politique, d'où la nécessité de faire un parti. Et donc, je veux vous dire que c'est un processus qui nous a amenés là. Ce n'est pas quelque chose de planifié. Et justement, je tentais même de vous arrêter parce que j'avais une question là. Oui. Vous quittez l'UPC, on connaissait un peu les critiques acerbes que vous aviez à l'endroit notamment de la majorité et donc du MPP, de sa façon de gérer. Et puis, directement vous partez les soutenir. En fait, c'est ce que beaucoup de Burkinabés n'ont pas compris. Alors, le timing, c'était tellement rapide. Oui, non, mais on s'est dit, mais c'est monsieur-là. Non, c'est bon de comprendre cela. Et je suis d'accord que, vu là où nous étions, c'était difficile. Je vous ai dit qu'il fallait que nous puissions, en tout cas à l'initiative de beaucoup de camarades, une fois que nous avons fait une démonstration de force à Jean-Pierre Guingané, soutenir. Et c'est d'ailleurs les candidats qui sont venus vers nous. La plupart des candidats nous ont approchés pour dire vraiment on aimerait demander votre soutien. Et les raisons qu'ils avançaient nous ont semblé pertinentes. C'est-à-dire aussi, nous ne devons pas sortir et rester dans le silence, parce que le silence parfois est coupable. Et si nous laissions peut-être que des personnes arrivent à la tête de notre pays sans avoir rien fait et qu'après, nous qui connaissions certains, et que le pays est mal gouverné, que le pays devienne un pays, comme dit votre camarade journaliste, du Gondwana, nous serons responsables. Donc nous avons voulu apporter quelque chose. Et comme ils nous demandaient notre accompagnement, je vous affirme que nous avons pris le temps. Si vous avez remarqué, la campagne a commencé 2 semaines, on n'avait pas décidé. On a même envoyé des camarades dans certains meetings pour écouter ce que les candidats voulaient proposer donc, au peuple. Mais ça, et c'est suite à ça, plus ou moins, non, on ne le savait pas. Non, saviez... franchement, je ne savais pas. Sur certains candidats comme par exemple Zida, comme le maître Farama, je n'avais pas leur programme et je ne savais pas réellement ce qu'ils proposaient. Donc, nous avons fait cette analyse, nous avons recherché les documents, les programmes, et nous nous sommes réunis encore démocratiquement pour dire qui vous voulez soutenir. Et donc, ce jour-là, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité qu'il ne fallait pas soutenir quelqu'un qui est de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord politique. Et cet accord politique-là, si nous soutenons un candidat de l'opposition et qu'il arrivait, que M. Zéphirin arrivait au 2e tour, nous serons obligés aussi de le soutenir. Ce serait un non-sens ce que nous avons fait. Donc déjà, nous avons écarté les candidats de l'opposition à cause de cela. Donc ils nous ont laissé entre 2 personnes, c'était Maître Farama et le président Roch-Marc Christian Kaboré, que nous avons eu à décider de soutenir. Et le choix unanimement est tombé sur réellement Roch-Marc Christian Kaboré, sans que je vous affirme, il n'y ait rien de préparé. Mais une question de fond, parce que quand on regarde un peu l'UPC, on vient à la majorité par vague, avec le désaccord d'avec le parti qui continue de rester sur ses bases, on reste dans l'opposition. Et ça, c'est depuis le fait que vous ayez perdu les élections présidentielles, c'était 2015. Est-ce qu'à la fin, ce n'est pas que la chose n'a pas été bien discutée et que vous avez manqué le coche? Tout le monde se demande pourquoi maintenant. Voilà. Alors qu'avant, non, on a manqué on a manqué de leadership et de vision. Si aujourd'hui tout l'UPC est à la majorité, qu'est-ce qui nous a empêché d'y arriver depuis 2015? Alors qu'on en a discuté. Vous avez obligé. Non, parce que mais ils n'étaient pas obligés de suivre. Est-ce que l'UPC était obligé de suivre les vagues? On dit aujourd'hui qu'il ne doit pas être à l'opposition. Pourquoi? Il y a des gens, le CDP était dans l'opposition et suivait le chef de file qui était l'UPC. Donc l'UPC pouvait rester dans l'opposition et suivre aujourd'hui le CDP. Pourquoi pas? Donc, ils n'étaient pas oubliés. C'est pour dire que l'analyse, elle est faite plutôt sur, pour moi, la perception que nous avons du développement de ce pays et l'homme qui peut le conduire. Et en dehors, pour moi,
des intérêts personnels et des ambitions politiques exacerbées de certains, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous mettre ensemble, surtout que l'opposition de 2015, c'est celle qui a conduit l'insurrection. Nous étions ensemble sur les barricades, étaient simplement ensemble d'aller et de laisser aujourd'hui cette même opposition, déjà en 2015, être opposition de ce pays. Vous allez un peu plus en avance, vous rejoignez la majorité, et puis il y a ceux que vous avez pourfendus qui viennent d'arriver, l'UPC, notamment avec Zéphirin Diabré. Vos nouveaux rapports, parce que vous êtes tous dans la majorité, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec M. Zéphirin Diabré, réellement. C'est quelqu'un, comme je dis, je vous un certain respect, et d'ailleurs, nous avons très très bien collaboré. Mais en claquant la porte, vous avez dit bien des choses. Ah non, je ne me rappelle pas avoir dit du mal du président Zéphirin. Nous avons du mal sur sa gestion. Aujourd'hui, il vient quelque part où c'est un autre homme qui gère, qui dirige, c'est le président Roch Marc Christian qui préside les destinées de ce pays. Et nous avons foi que sa façon de gérer sera sûrement différente et qui va amener notre pays à bon port. Et justement, il y a comme une ruée vers la majorité. Vous y êtes allé, mais votre regard, on fragilise un peu ce qui pourrait rester comme force pour l'opposition. Pour notre démocratie, vous pensez que le jeu va quand même se tenir? Bon, je pense que l'opposition, d'ailleurs, elle est minoritaire. Sinon, elle ne serait pas de l'opposition, elle serait majoritaire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est normal que la majorité, elle soit pas, l'opposition ne soit pas majoritaire. Vous êtes d'accord? Deuxièmement, je pense que c'est quoi une opposition? Une opposition, c'est la capacité d'un groupe politique à proposer, chaque fois qu'il y a un acte qui est posé pour l'avenir de ce pays, des propositions alternatives. Donc je crois que si la qualité de l'opposition réside dans le nombre, c'est tout faux. Mais si ça réside dans la force de proposition pour faire avancer la construction de ce pays, ce serait une très bonne opposition pour notre pays. Et justement, il y a une question qui paraît très chère au président du Faso, c'est la question de la réconciliation. Il y a un ministère plein qui a été dévolu, qui est d'ailleurs géré par Zéphirin Diabré. Je ne sais pas si je vais dire votre ancien camarade, mais votre nouveau ancien camarade, comme vous êtes maintenant de la majorité ensemble. C'est vrai. Pour vous, comment est-ce que cette question-là devrait être menée, cette question de réconciliation? Bon, je pense que si nous sommes venus soutenir le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est parce que sa vision sur la réconciliation nous convainc parfaitement. Il a toujours dit, et même pendant la campagne, à tous ses meetings, qu'il faut d'abord la vérité, la réconciliation, la justice et la réconciliation. Il a toujours dit que ceux qui sont dehors ne pensent pas que s'ils rentrent, ils ne vont pas passer par la case justice. Donc pour nous, nous adhérons entièrement à ce type-là qui veut qu'il y ait d'abord la vérité, qu'il y ait d'abord la justice et ensuite qu'il y ait la réconciliation. Et nous allons, avec le président Roch Marc Christian Kaboré, travailler à ce que cela se réalise pour le bien de notre pays. Parce que si aujourd'hui, on oublie la vérité, on oublie la justice, ce serait un deal entre les politiciens et je suis sûr que ça ne marchera pas, la réconciliation. Et puis, peut-être dernière question, les perspectives aujourd'hui du MODEM pour revenir à votre parti. Le MODEM se porte très bien et vous avez vu à notre congrès, vraiment, nous sommes riches d'hommes, des cadres de haut niveau à l'international, des grands professeurs qui nous rejoignent. Moi, je suis vraiment heureux et comblé et parfois même, je suis humble devant tous ces personnages qui nous rejoignent et je suis sûr qu'avec la qualité des hommes que nous avons et la volonté que aussi ils ont d'apporter quelque chose à l'édification de ce pays, je suis sûr que le MODEM a un grand avenir. Merci bien Nathalie Ouedraogo d'être passé. Merci à vous et surtout à vos téléspectateurs. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le président du MODEM. On va poursuivre ce JDS, Journal du dimanche au soir, avec cette fois-ci un autre reportage qui concerne le service militaire qui va être de retour au Burkina Faso. Ainsi, on a décidé donc le Conseil des ministres du 29 janvier. Un contexte sécuritaire oblige qui fait donc que désormais les appelés au service national de développement SND devront donc passer par cette case-là. Le détail nous est donné par notre reporter Michael Tougri en termes non seulement de nouveautés, mais aussi d'avis des Burkinabés. Les appelés du service national de développement SND au Burkina Faso seront désormais incorporés pour un service militaire et civique de 90 jours. Une décision justifiée par la situation sécuritaire et l'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Ce décret naturellement est influencé aussi par notre
contexte que nous connaissons. Ce contexte, c'est le défi du patriotisme, du civisme, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait assez de discipline, de faire en sorte que nous bâtissons une jeunesse forte. Cette décision du gouvernement est appréciée par les citoyens. Au regard du contexte sécuritaire, il faut un minimum de connaissances dans le maniement des armes, toute chose qui permettra de se défendre en cas de menace sécuritaire. Les citoyens sont formés militairement. Vous voyez que si tout le monde était formé, on n'a pas besoin de créer école ou autre là. Tout le monde allait se mettre dedans et puis je pense que c'est vraiment une bonne chose. Vu l'insécurité qui sévit sur le territoire, je pense que si le fonctionnaire est déjà formé et avant d'aller sur le terrain à n'importe quel poste, je pense qu'en cas d'attaque, ils peuvent aussi riposter. Parce que c'est pas simple. Ils sont beaucoup attaqués dans leur poste. Que ce soit la douane, les enseignants et les infirmiers, ils sont beaucoup attaqués. Si aujourd'hui on a des fonctionnaires qui sont formés militairement vraiment, et ils pourront se défendre, surtout qu'il y a l'insécurité aujourd'hui au Burkina, ils pourront se défendre et sauver même certaines personnes. Moi je pense que la formation militaire est utile pour notre pays. Au-delà de cette formation militaire, ce sont aussi des valeurs d'intégrité et de patriotisme qui seront inculquées aux appelés du service national de développement. Une manière pour le gouvernement aussi de rétablir son autorité foulée aux pieds ces dernières années. Et la discipline au sein des administrations publiques et privées devient de plus en plus une exigence, explique cette citoyenne. Personnellement, on n'a pas connu cette époque, mais je sais que des grands frères ont connu déjà l'époque ancienne où le SND, ils appelaient ça SNP, je pense. Les gens passaient forcément par cette phase de formation militaire. Je pense qu'ils sont encadrés. C'est des valeurs qu'on veut leur inculquer a priori. Je ne pense pas qu'au-delà après cette formation-là, il puisse y avoir des dérives. Parce que je pense que c'est des gens aguerris, des gens bien formés qui vont les encadrer pour cela. Si on regarde aujourd'hui, notre pays n'est pas tranquille et les fonctionnaires sont confrontés à des problèmes, surtout sécuritaires. Les enseignants, les agents de la santé sont tous dans ce problème. Si les fonctionnaires sont formés au service militaire, cela va beaucoup les aider en cas de difficulté. Pour ceux ou celles qui devront rejoindre les rangs pour le service national de développement, il faudra être âgé de 18 à 30 ans. Et la formation militaire et civique va durer 90 jours. Bon reportage donc que nous proposait Michael Tougouri sur le SND. Je pense qu'on pourra revenir aussi sur cette initiative. Et nous allons à présent passer à une autre page de ce JDS, c'est la page économie. Et dans cette page économie, nous allons nous intéresser à une banque, IB Bank, qui vient donc d'ouvrir du côté de Djibouti l'un de ses prolongements. On va en parler avec le monsieur économie de cette page. David Nana, bonsoir. Bonsoir et ravi de te retrouver après un mois d'absence. Ah, c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir. Et on va parler de IB Bank et on va se permettre ce petit rappel. C'est que d'abord, à la suite de l'obtention de son agrément en février 2020, c'est donc ce jeudi 28 janvier 2021 que la banque IB Bank International Business Bank a lancé ses activités dans la capitale djiboutienne, dont le siège se trouve au complexe d'Amal. C'était en présence du président djiboutien et du chef de l'État burkinabé. Et il faut préciser que ils étaient donc présents à cette signature d'accord de coopération entre les deux pays dans le cadre d'une visite officielle. Donc on rappelle, et c'est important de le dire, c'est la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, BHBF, créée en juillet 2005 à l'initiative de l'État burkinabé qui est devenu IB Bank, doté d'un capital de 2 milliards de francs CFA. Celui-ci va passer à 10 milliards en juin 2017 et la BHBF va ensuite voir ce capital passer à plus de 12 milliards de francs CFA avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire privé avec 51% des actions en la personne de Mahamadou Bonkungu, président directeur général du groupe Ebomaf. Et la vision donc du nouvel actionnaire a conduit à une capitalisation pour porter le capital social à
plus de 22 milliards de francs CFA et au changement de dénomination qui est aujourd'hui IB Bank, donc International Business Bank et que nous avons, et une banque qui aujourd'hui parvient à ouvrir donc un prolongement à Djibouti, et ça sera le clair de ce dont nous allons parler donc tout à l'heure. David Nana, on l'annonçait, on aura aussi un entretien tout à l'heure avec Urbain Bako qu'on va tenter donc de joindre au téléphone. Il est le directeur général de IB Bank Djibouti. C'est une bonne nouvelle déjà pour le Burkina. Une très bonne nouvelle parce que une fois que vos compétences se vendent à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours des devises en plus pour le revenu national, donc c'est toujours bon. Et si la régie nous le permet, je pense qu'il doit être déjà en ligne. On va donc aller avec cet entretien avec Urbain Bako. Je rappelle qu'il est le directeur général de IB Bank Djibouti. C'est bien cela. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'on l'a déjà bonsoir, monsieur Urbain Bako. Bonsoir David, bonsoir Geoffroy. Alors déjà, on vous dit merci, merci d'avoir accepté de vous prêter à nos différentes questions dans le cadre de ce JDS. Alors c'est vrai, pour avoir longtemps exercé dans le secteur bancaire, vous êtes un professionnel de la chose, mais comment alors vous arrivez à la tête de IB Bank Djibouti? Alors avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2021 à vous et à vos familles. Je profite également de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs. Pour revenir à la question, il faut dire qu'en 2018, j'ai rejoint l'équipe de IB Bank au Burkina et à la faveur d'un projet grandeur nature que cette banque nous a soumis, dont l'ambition était principalement d'occuper le terrain au plan africain et singulièrement au sud du Sahara. Notre PDG du groupe Boumaf, qui est le président du conseil d'administration de IB Bank Djibouti, a donc touché mot aux autorités locales, bien entendu les autorités monétaires et politiques qui ont bien voulu accueillir une mission à laquelle je faisais partie pour instruire le dossier. Et nous avons reçu un avis favorable en février, chose qui nous a permis de démarrer immédiatement les travaux d'installation. Et parmi plusieurs cadres, c'est moi que le conseil d'administration a choisi, proposer cette lourde mission que j'ai acceptée, et je profite de l'occasion également pour remercier mes administrateurs et à leur tête le président du conseil d'administration Mamadou Ponkongo que j'ai déjà cité. Voilà comment j'arrive à la tête de cette institution à Djibouti. D'accord. Et justement, avec cette installation hors du Burkina Faso, donc à Djibouti, est-ce que cela signifie pour IB Bank qu'on est dans un genre d'expansion au niveau continental? Alors, bien entendu, je pense que cette question mérite d'être posée au conseil d'administration. Mais pour ce que je sais, la banque a déjà entrepris de s'installer dans tous les pays dans lesquels elle aura une suite favorable à ses requêtes et dans lesquels le climat des affaires sera propice à son développement, à son épanouissement. C'est que notre président a vraiment de l'ambition concernant cette banque. Et très rapidement, je pense que dans un avenir proche, les choses vont s'éclairer davantage. Justement, on voit que c'est le choix de Djibouti qui est fait. Et la question qu'on se pose, c'est quelles sont les opportunités justement que la banque pourrait avoir de ce côté-là? Alors, Djibouti, parce que de façon stratégique, Djibouti est à la cône de l'Afrique, au croisement entre la mer Rouge et l'océan Pacifique. Parce que Djibouti aussi, c'est le deuxième plus grand port d'Afrique.
Et donc, vous comprenez mieux que l'économie soit très dynamique. Djibouti également parce que c'est le principal corridor de l'Éthiopie, qui est un grand pays peuplé d'environ 120 millions d'habitants à ce jour. Djibouti également parce que les relations politiques entre les deux pays, entre le Burkina Faso et ce pays, sont au très beau fixe. En témoigne le séjour récent de notre président, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a également profité de son séjour pour inaugurer notre banque en compagnie de son homologue djiboutien. Il faut dire également que Djibouti appartient à une région assez vaste qui est l'Afrique de l'Est, et à partir de ce petit pays, l'ambition va être de conquérir les territoires voisins et même au-delà. De façon stratégique, à partir de Djibouti, l'accès à ces territoires qui sont la Somalie, l'Érythrée, le Kenya, l'Éthiopie et même le Soudan paraît beaucoup plus facile qu'à partir de notre position en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, c'est une ambition qui va être reversée dans une stratégie globale que je pense fera l'objet d'axes de développement de la banque que notre président va instruire aux équipes qui s'occupent des dossiers d'installation de IB Bank. D'accord. Alors déjà, on voit une belle ambition continentale affichée, hein? Mais pour l'heure, vous êtes confronté à une certaine concurrence locale. Vous y allez sur un terrain où on a une dizaine, je crois, pour être exact, 13 banques qui s'y trouvent. Alors comment comptez-vous conquérir ce marché-là quand vous êtes nouveau sur un tel marché? Alors, avec IB Bank Djibouti, nous sommes désormais 13 banques pour être exact. Nous avons, au Burkina Faso, une expertise qui est toute singulière en matière de logement, en matière de financement du commerce international, en matière de crédit structuré à l'endroit de divers acteurs économiques de la place. Si nous avons engagé la responsabilité de IB Bank dans le financement de l'économie djiboutienne, c'est bien parce que les opportunités existent. Pour vous donner les ordres de grandeur, Djibouti compte, on va dire, moins de 25%. Le taux de bancarisation est très faible, donc moins de 25% de la population est bancarisée. Djibouti, les ressources transformées sont de 35% en moyenne. Vous voyez, il y a du potentiel. Du potentiel. On a l'inclusion financière qui nous laisse une part belle, environ 75% de la population à conquérir. Ce serait un rêve de dire qu'on va aller chercher les 75% restants, mais il faut mettre en place des politiques pour attirer le maximum de ménages, d'acteurs économiques, de personnes capables de comprendre le fonctionnement de la banque tout en accompagnant également les services de l'État. Justement, Urbain Bako, c'est vrai que en début, il y avait David Nana qui demandait comment est-ce que le choix s'est porté sur vous. Et justement, qu'est-ce que ça fait en tant que Burkinabé d'être à la tête d'une banque d'affaires burkinabé dans la Corne de l'Afrique? Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est vraiment un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de fierté parce que là, diriger une telle institution
loin du Burkina, c'est vraiment un challenge que nous comptons bien relever. Nous avons les équipes nous avons un conseil d'administration prêt à nous accompagner, nous avons les moyens de nous imposer sur le marché djiboutien et bien au-delà. Et ça, je ne doute pas parce que les stratégies mises en place depuis l'obtention de l'autorisation d'installation et l'étude du marché faite nous conforte dans ce sentiment-là. Sentiment de reconnaissance parce que le conseil d'administration a décidé que ce soit ma modeste personne qui organise cette installation. Ça, c'est pas pour me déplaire. Et donc, c'est l'occasion pour moi de réitérer toute ma reconnaissance et mes remerciements à l'endroit de ces administrateurs qui ont voulu porter sur moi cette responsabilité. C'est une responsabilité, certes, assez, très grande, mais je pense avoir les épaules nécessaires pour les assumer jusqu'au bout. C'est ce qu'on va expliquer. Mais David Nana, justement, il y avait le chef de l'État qui faisait une petite boutade. Il disait qu'il se pourrait il pensait qu'il allait avoir 4 ressortissants, mais après il y a 14. Finalement, on a 14. Voilà, justement, Bako, quand on regarde, c'est juste des travailleurs de IB Bank? Alors non, les 4 personnes annoncées avant notre arrivée sont des compatriotes qui travaillent pour des organisations internationales. Effectivement, avant notre arrivée, ils étaient 4. Alors moi, je me suis installé à Djibouti bien avant les autres collègues qui sont venus de IB Bank. Finalement, IB Bank constitue vraiment le cortège, on va dire, important de Burkinabé à Djibouti désormais, parce qu'il y a une bonne équipe qui est arrivée en janvier courant. C'est cet effectif-là qui est venu renforcer le nombre de Burkinabés à Djibouti. D'accord. Moi, je retiens que c'est une compétence technique qui s'est exportée du côté. J'ai pas trop de questions à poser. Peut-être que on a assez pris beaucoup de temps. Je voudrais juste savoir si vous aviez un message à lancer à vos potentiels clients. Alors, nous demandons à nos prospects et potentiels clients de nous rendre visite. Nos locaux restent les leurs. C'est le client qui fait la banque. Et nous avons mis en place des équipes qui vont œuvrer à travailler en bonne intelligence avec les clients dans le sens de prospérer les affaires, on va dire, des clients, mais aussi les affaires de IB Bank. Il s'agit d'une coopération win-win que nous voulons avec le client. On sait que la banque... c'est le client. Chez nous, le client n'est pas simplement roi, le client est chez lui. Et nous les appelons juste pour le moment à venir nous rendre visite, à discuter avec les équipes qui sont en place, à remonter toutes les informations qui sont susceptibles d'améliorer notre relation et d'entretenir un bon climat de travail à IB Bank. À l'endroit des collaborateurs, je les appelle à se tenir prêts parce que nous sommes désormais au pied du mur. Les chefs d'État l'ont dit, le président du conseil d'administration l'a répété, nous n'avons plus le temps de tergiverser. On a le OK pour démarrer l'activité et nous devons nous y mettre tout de suite et maintenant. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Bako.
Merci à vous aussi. Ouais, ça a été un plaisir. Et on rappelle Yobin Bakour qu'on avait au téléphone depuis Djibouti. Oui, depuis Djibouti. Voilà. Et on a vu tous en image cette inauguration avec le déplacement du président du Faso. On va dire relation sud-sud qui permet aujourd'hui à l'expertise burkinabé de s'exporter. Je pense que c'est ce pourquoi on a voulu vraiment mettre le point et puis marquer un peu une halte pour ce exemple-là. Oui. Parce que quand on voit quand même le nom, derrière, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Ibomaf. C'est une coloration burkinabé, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de répéter les mots, de dire les choses comme c'est vrai que les débats vont bon train, mais moi je ne rentre pas dans les aspects politiques. Moi ce que je retiens, c'est qu'il y a une compétence burkinabé qui s'est vendue à l'extérieur. Ça peut être un hub, ça peut commencer par cette banque et puis ça va venir avec d'autres structures. Déjà, comme il a si bien dit le directeur, on avait seulement 4 ressortissants. Aujourd'hui, avec 10 burkinabés qui se retrouvent du côté de Djibouti, c'est de l'emploi qui a été créé, donc c'est des transferts courants qui vont donc se voir accroître. Donc moi je pense que d'une façon ou d'une autre, et puis encore c'est une coopération sud-sud. C'est comme vous l'avez si bien dit dans votre élément, c'était pas monnaie courante que de voir des Africains, particulièrement des Burkinabés, être à la tête d'institutions financières. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas le premier à faire le pas, mais ça marche. Et quand ça marche, si ça va être pour nous une identité burkinabé, qu'on n'hésite pas à mettre la main dans On a vu Coris Banque Internationale qui marche très bien. Qui marche très bien. Quand vous allez, par exemple, dans la capitale ivoirienne, vous êtes content de voir Coris Banque qui est bien situé en plein plateau et vous n'avez à rougir de rien. C'est une expertise burkinabé qui est en train de s'exporter. Et pour moi, c'est très important. Ouais. Et c'est à saluer. Moi, tout ce que je dis, comme je dis, je viens avec le regard économique. Je ne rentre pas dans les aspects politiques. C'est bien. C'est vraiment à saluer pour moi et ça fait du boum au cœur. Vous vous souviendrez quand je partais, c'était un coup de cœur qu'on faisait à l'endroit de M. Idriss Anassa pour avoir reçu un prix. Je reviens de mes congés et c'est un coup de cœur encore à l'endroit d'un autre compatriote burkinabé. Je ne peux être que réjoui et je pense que c'est le sentiment que la plupart des économistes ressentent en ce moment. Je pense qu'on va finir comme ça pour la page économie des CJDS parce que je veux continuer. Il y a aussi d'autres sujets que je vais aborder à l'international et justement cela est introduit avec un reportage. Cela concerne le changement qu'il y a eu au niveau de la Maison Blanche américaine et plusieurs questions qui se posent parce que pour ce qui est de Trump, il y avait un choix qui était celui, selon certains observateurs, d'ignorer quelque peu le continent. Avec Joe Biden, qu'est-ce qui augure en termes de diplomatie africaine à cette Maison-Blanche-là? Quelle orientation cela va donner? Y aura-t-il un vrai changement? La question se pose et c'est dans cet élément. Officiellement investi président des États-Unis le mercredi 20 janvier dernier, Joe Biden tranche d'avec la méthode de son prédécesseur. Quelques heures seulement après son investiture, Joe Biden est revenu sur le Muslim Ban, ce décret migratoire controversé qui interdisait l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de pays majoritairement musulmans, dont nombre de pays africains. Dès son élection à la Maison-Blanche, en novembre 2016, Donald Trump avait décidé de redéfinir le rapport au monde des États-Unis. Il a ainsi fixé les grands principes de sa politique étrangère: nationalisme, unilatéralisme, militarisme, protectionnisme et développement des relations bilatérales sur la base d'affinités idéologiques. L'arrivée de Joe Biden et ses premières décisions laissent présager un retour des États-Unis vers le multilatéralisme et un apaisement des relations avec certains pays africains. Le président fraîchement investi a également décidé de nommer l'américano-guinéen Mahmoud Ba en tant que dirigeant intérimaire de la Millennium Challenge Corporation, MCC, présente dans une vingtaine d'États africains, dont le Burkina Faso. La MCC revendique une approche innovante de l'aide publique au développement. Biden s'est entouré de membres de l'ancienne administration de Bill Clinton ou Barack Obama. Il a notamment promis d'organiser prochainement un sommet auquel il conviera les chefs d'État africains sur le modèle de celui qu'avait organisé Obama en 2014. Certains observateurs et analystes politiques pensent cependant que les fondamentaux de la politique étrangère américaine ne vont pas changer. Pour ce qui est du Sahel, Joe Biden va continuer à renforcer la politique qui sera définie par la cellule conjointe du département d'État et de la Défense avec ce qui était l'Africacom basé à Stuttgart en Allemagne. Sur le plan économique, Joe Biden est favorable à l'allègement de la dette de l'Afrique et les relations de Washington avec le patron de la BAD, le Nigérian Akinwumi Adesina,
l'assassinat devrait s'améliorer. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a visité plusieurs fois l'Afrique lorsqu'il était sénateur puis vice-président. Il connaît bien les questions africaines pour avoir présidé la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Pourtant, Biden aura pour priorité la gestion de la crise du Covid, l'économie, les divisions raciales dans son pays. La politique étrangère, et l'Afrique en particulier, viendra bien après. Élément qui introduit justement l'échange que nous allons avoir à présent. Nous sommes avec Oumarou Paul Kwalaga, un visage que vous connaissez bien, pour nous éclairer sur les questions de diplomatie et puis l'extrémisme violent. Bonsoir Kwalaga et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et on a regardé l'élément tout à l'heure qui nous montre un peu le petit changement qu'on a, ou grand changement, c'est selon la perception à la Maison-Blanche. Ce qui préoccupe l'Africain, c'est de savoir quels peuvent être les nouveaux rapports, notamment entre le continent et cette Amérique-là, qui pèse clairement avec sa diplomatie dans le monde entier. Et avec Trump, on a vu une façon de faire. Et la question, j'y vais cash, est-ce qu'aujourd'hui, avec Joe Biden, on pourrait avoir une nouvelle dynamique, une Afrique moins, moins ignorée? Je vais vous poser une grosse question qui nous ramène un peu à comprendre un peu les rapports entre les États-Unis de façon plus générale avec l'Afrique. Il faut dire que dans le cas des relations internationales, ça s'est défini très clairement à travers la vision, mais c'est vrai, avec l'instrument qu'on appelle la politique étrangère évidemment. Donc il y a des grandes tendances dans la politique étrangère des États puissants, notamment ici les États-Unis avec les États africains qui se déclinent, on va dire en définition d'axes stratégiques et prioritaires. Et en fonction des intérêts nationaux des États-Unis, mais bien également de d'autres puissances, mais également aussi des envies peut-être de pouvoir amorcer soit le maintien, j'allais dire, d'une puissance ou d'une hégémonie sur la scène internationale, mais également aussi un certain nombre d'intérêts nationaux. On sait en général que les intérêts tournent autour des questions économiques. C'est vrai, c'est la dimension politique et diplomatique qui trace le cadre, ça on le sait, mais également il y a d'autres enjeux par rapport à d'autres puissances qui ont aussi des envies également de pouvoir marquer. Maintenant, pour revenir à la question de façon spécifique, donc au regard de ce que j'ai dit, les grandes tendances, qu'on soit républicain, c'est le cas aujourd'hui de Donald Trump, qui a présidé aux destinées des États-Unis, donc avec une certaine vision, l'État défend ses intérêts, où c'est beaucoup plus centré sur l'État, plus que sur les organisations internationales. Donc une diplomatie, on a pu comprendre un certain nombre d'actes qui a été posés, qui semblaient pour certains incohérents, alors qu'en réalité, c'était plus dans la dynamique et de la perception des républicains par rapport à la vision du monde. Maintenant, aujourd'hui, on a Joe Biden qui était démocrate, et disons que peut-être ce qui peut changer à la limite, parce que là, on a beaucoup plus une vision du monde avec du multilatéralisme, où on pense que c'est vrai, la politique est au cœur du débat, mais il y a beaucoup plus aussi à mettre en rapport les humains dans leurs activités dont on parle du multilatéralisme. Donc ce qui va changer entre les deux, dans les grandes tendances, les grandes tendances vont rester. La vision des États-Unis par rapport au monde, par rapport à un certain nombre de partenaires stratégiques, par rapport à un certain nombre de recherches d'intérêts nationaux, ces grands fondamentaux vont rester. C'est vrai que sur un certain nombre de questions en termes de style, quand on est républicain, on est beaucoup plus hard, on est beaucoup plus dur, et quand on est forcément démocrate, on est beaucoup plus polisé. Donc c'est le style qui va changer. Sinon la question migratoire, la question de la sécurité, la question de la santé, pour parler de que ces armes, et de façon plus spécifique la question économique, on le sait aujourd'hui, qui est l'axe principal et prioritaire est beaucoup plus important. Pour terminer, j'allais dire, en termes de priorité, ça peut-être ne pas être très intéressant pour nous. Il va y avoir peut-être un changement, mais en termes de priorité, l'Afrique, de façon plus globale, que ce soit sur le plan économique, parce qu'on représente que moins de 1%, je vais dire, dans la balance des rapports entre les États-Unis et l'Afrique, ça ne va pas véritablement changer. Les États-Unis vont chercher plutôt à maintenir une certaine position, peut-être à contrer un certain nombre d'avancées, on sait, peut-être qu'on va revenir là-dessus, comme des poussées comme la Chine, qui ont envie, évidemment, de pouvoir occuper ce précaré. Donc cette stratégie va continuer et ça c'est
c'est constant à le contrer. Sur la question sécuritaire, on le sait également, sur la question du terrorisme, sur la question de la sécurité de façon globale, on sait que les États-Unis sont partie prenante. Ils sont là. Et c'est vrai que on peut reprocher à Donald Trump pas mal de choses, mais il a maintenu ses caps. Justement, vous abordez là un point qui pour moi est intéressant, c'est qu'on a souvent la perception que l'Afrique a été vraiment délaissée. Alors que quand on regarde dans le fond, il y a eu une intensification aussi de la présence des militaires américaines. Il y a eu une intensification notamment des frappes lorsqu'on prend des regroupements qui sont proches de l'État islamique. Et même, vous prenez G5 Sahel, il y a cette contribution via la France des États-Unis. Ça veut dire que Donald Trump n'était pas vraiment si absent. Mais au fond, pourquoi c'est la perception qui domine aujourd'hui? Non, je veux dire qu'il y a eu quand même quelques bourdes diplomatiques. Je veux dire, c'est la personnage ou la personnalité du président Trump, en réalité, qui est beaucoup plus mise en relief que ce qu'il a fait, j'allais dire, en termes d'avancée de la politique étrangère en Afrique. Comme je le disais dans mon introduction, ces grandes tendances demeurent. Et il n'a pas changé forcément, je veux dire, la question, la perception des États-Unis sur la question de la sécurité ou du terrorisme. On sait aujourd'hui qu'Afrique, comme avant qu'il ne vienne, est une base aujourd'hui militaire qui est fondamentalement présente en Afrique, basée à titre de rappel à Stuttgart en Allemagne, pour pouvoir justement gérer ces aspects sécuritaires et toujours maintenu. On a vu que pendant, je vais dire, son mandat, il y a eu quand même 7000 hommes, je vais dire, de par le monde quand même, pour dire que la question stratégique, la question sécuritaire reste un élément central dans la politique étrangère de l'Afrique. Sur la question du terrorisme, on a vu également l'apport, la contribution, même si par moment on n'a pas forcément vu les États-Unis. C'est vrai qu'en dehors des renforcements des capacités de forces de défense et de sécurité, notamment des militaires des pays qui sont justement dans le cyclone de la menace, mais fondamentalement, elle est restée à ce niveau. Il n'y a vraiment pas de débat. Maintenant, je dis, peut-être c'est la perception de l'individu, de ce bout, de ces sorties. On a vu quand même que, bon, c'est quelqu'un qui est abonné au tweet, qui par moment, on a dit à peu près 88 000 titres, par moment, donné l'impression qu'il n'était vraiment pas à côté. Et lui-même, par moment, dans sa sortie, on se rappelle encore de cette fameuse phrase le pays de merde. Voilà, oui. Donc c'est tout ceci qui a, j'allais dire, dans une certaine mesure, d'éteint un peu sur son rapport avec l'Afrique, notamment sur la question sécuritaire. Sinon, fondamentalement, aujourd'hui, que ce soit Biden, que ce soit Trump, on va toujours maintenir cette tendance. Aujourd'hui, il faut contrer la menace terroriste depuis la base des pays les plus, j'allais dire, vulnérables, et notamment les pays, puisque nous sommes dans une région donnée, notamment du G5 Sahel. Et je crois que ça va être maintenu. Donc, pas vraiment grand changement là-dessus. Il ne faudrait pas espérer qu'avec Joe Biden, on ait d'autres façons de gérer les choses. Mais il y a cet autre point dont vous avez ouvert petitement la brèche, dans laquelle je vais m'engouffrer, c'est la question commerciale. Avec Donald Trump, on a vu il y a eu de grands changements. AGOA, c'était sous, si ma mémoire est bonne, ça va me revenir. Depuis 89, c'est depuis 89, c'était voilà. Et quand il est venu, il y a apporté des changements parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait barrière pour ce qui est de son marché américain en termes d'accès pour certains produits africains. Ça a continué comme ça, ces petits bras de fer. Est-ce qu'on pourrait avoir quand même quelques changements sur ce chapitre-là du point de vue commercial? Disons que vous avez affaire à un président qui est avant tout un homme d'affaires. Je te dis qu'il a cet œil parce que c'est aussi ça aussi qui va faire la différence dans la touche. Donc il est foncièrement, je veux dire, homme d'affaires, il est foncièrement libéral. C'est vrai qu'il faut repartir aussi un peu aux origines de la GOA qui a été instituée en 1999 pour justement, j'allais dire, mettre sous de bons auspices les relations en termes de partenariat, parce que c'est cela qu'il faut dire. Ça nous ramène très en arrière pour dire qu'en réalité, il ne faut pas penser que les relations entre les États, comme je l'avais dit dans le début, sont basées ou doivent être fondées sur des aspects purement moraux, c'est des intérêts. Et lorsque il fait l'analyse et qu'il remarque qu'en réalité, un certain nombre de pays effectivement qui bénéficient, parce qu'il s'agit de privilèges. Donc vous bénéficiez des privilèges, je vais dire, sur le territoire américain. Donc la réciprocité n'est pas toujours évidente. Je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est justement ça. D'abord l'utiliser souvent comme moyen de pression, parce qu'on sait qu'un État, un certain nombre d'États n'étaient pas, parce que quoi qu'on oublie, on va le dire, c'est vrai, il y a des intérêts économiques, mais il y a aussi cette politique étrangère qui est fondamentalement basée sur une idéologie. Et cette idéologie, elle est assez constante, même si effectivement, ça on oublie de le dire, la question par exemple des droits de l'homme, la question par exemple de la promotion de la démocratie, c'est vrai que ça reste dans la matrice, j'allais dire, dans les rapports avec les États, mais on a vu avec Trump qu'il a fait un peu fi de cela pour véritablement mettre, j'allais dire, en relief, ou j'allais dire donner une bonne dimension à la question commerciale. Et donc pour lui, cette relation commerciale ne doit pas être faite en sens unique, elle doit être faite en contrepartie
partie d'un certain nombre d'intérêts évidemment qui rentrent dans les intérêts nationaux des États-Unis, mais également ce que des États quand même présentent de bonnes figures. Je crois qu'avec Biden, je l'ai dit aussi au début, c'est en termes de style, peut-être beaucoup plus en termes d'approche, beaucoup plus de rapports plus humains, j'allais le dire, dans l'approche, parce que bon, on a vu qu'avec Donald Trump, un certain nombre de pays, notamment pour ne pas citer le Cameroun, on a vu des pays comme l'Éthiopie, un certain nombre de pays qui se sont vus totalement exclus, j'allais dire, dans cet accord commercial, parce qu'estimant qu'il avait des moyens de pression, par exemple, pour exercer ces pays. Et dernière question, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est fâché contre Trump. Vous prenez l'Égypte, Trump a permis de négocier beaucoup de bonnes choses là-bas, certains s'étaient targués même d'être les amis de Trump. Il y a, je pense, le Soudan, il y a quand même une dynamique de réhabilitation, mais quand on prend le cas je pense, c'est le Soudan, est-ce que Joe Biden pourrait remettre en cause ce Soudan qu'on enlevait d'une liste noire? Ben, je dis, c'est à l'image, on a vu déjà le président Biden, dès son arrivée, à prendre un certain nombre de décrets, j'en ai dit, je m'excuse, sur un certain nombre de questions. Et donc la question migratoire est au centre de ces décrets. Donc sur la question migratoire, il est revenu effectivement sur un certain nombre de pays qui avaient une certaine interdiction, qui ne pouvaient pas avoir les ressortissants, immigrer au niveau des États-Unis. Donc on peut espérer que, donc, avec l'arrivée de Joe Biden, qu'on puisse assouplir, les procédures, les rapports, mais je dis qu'on sait aussi les rapports, assez tumultueux entre le Soudan, sur la scène internationale, mais notamment avec les États-Unis sur un certain nombre de questions et qui ont lien ou qui ont trait aux questions des droits de l'homme. Les choses peuvent changer, mais je dis une fois de plus, ne soyons pas dans un optimisme béat où on pense que les choses vont être totalement bouleversées. Trump, il est un personnage énigmatique, il a posé un certain nombre d'actes assez répréhensibles, il a posé, mais à son actif quand même, on peut noter une certaine avancée quand même sur un certain nombre de questions, même sur la question, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler, sur le mur de Mexico, il a quand même fait 600 km par exemple sur les questions migratoires. Donc pour dire qu'en définitive, on s'attend à une nouvelle ère, c'est vrai, on s'attend avec des démocrates qui vont harmoniser, il a pris des actes par exemple sur la réintroduction, le retour des États-Unis sur la scène internationale, notamment avec les organisations internationales, mais tout ceci va être de bonnes pistes, on va suivre très bien, mais je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas penser que les choses vont tout de suite être bouleversées. Dans un optimisme bien, il ne faut pas rentrer là-dedans. Voilà. Dans tous les cas, on observera et on vous aura encore sur ce plateau pour nous donner quelques clés de lecture. Merci bien, messieurs et mesdames, d'avoir été avec nous. Merci Kwalaga. C'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous dis au revoir et je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.